bientôt 10 ans après sa mort. Elle est toujours là, avec nous. Et justement, je voudrais aborder le chapitre de sa disparition, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, avant de vous laisser la parole, j'ai retrouvé un témoignage que je vais lire. Il prend quelques lignes. Je vais diffuser d'ailleurs le lien sur lequel je le lis. C'est d'un site internet qui s'appelle Anne-Bella Info sans langue de bois. Alors, c'est un site WordPress. Voilà, je l'ai trouvé, mais ça rejoint certaines théories qui avaient été évoquées. Et ensuite, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Le but, c'est pas de faire du complotisme, de spéculer ou quoi que ce soit. Je sais que c'est à la mode. Le but, c'est vraiment de comprendre. Alors, je cite. La mort mystérieuse de Claire Sévrac, un témoignage sur les circonstances de la maladie de Claire Sévrac. Donc, merci de dire qu'elle est morte dans des conditions douteuses. Elle m'a confié en octobre dernier, alors j'ai pas la date exacte, alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle était très gravement atteinte, qu'elle avait été empoisonnée probablement fin août. Donc, ça devrait être 2016. Ce qu'elle dit, les symptômes sont arrivés très brutalement début septembre 2016. Jusque-là, elle m'a certifié n'avoir ressenti aucun symptôme. Elle pensait au polonium, indétectable même au compteur GGR. Un cancer digestif aussi fulgurant a effectivement peu de chances d'être naturel. Un médecin toxicologue ou spécialiste de la médecine nucléaire ne peut que le confirmer. Le hasard a fait que j'ai écouté cet après-midi, dimanche 26 décembre 2016, donc c'est le lendemain de sa disparition, une émission sur France Inter traitant des empoisonnements avant d'apprendre la triste nouvelle. Deux invités de la tête au carré, Éric Birlouez, auteur d'Histoire des poisons, empoisonnement et empoisonneurs, et Bruno Mégarban, médecin toxicologue à la Riboisière. Et ce dernier cité a été un médecin de plateau durant le Covid. Il disait que le virus, s'il échappait aux vaccinés, il allait juste s'attaquer aux non-vaccinés. Donc on a quand même de sacrées références. Le polonium à dose infinitésimale provoque un cancer fulgurant, dose indétectable au compteur GGR. Il peut s'agir d'autres poisons. Elle rejetait toute peur et ne prenait aucune précaution particulière. Elle se mettait en colère si on lui demandait comment elle faisait pour ne pas avoir peur. Elle m'a fait promettre de ne parler à personne de ce qui lui arrivait. X était un des seuls à savoir. Il a fait des recherches chez elle avec différents appareils de mesure spécifiques. Ses recherches de substances radioactives ou de rayonnement électromagnétique n'ont rien donné. Elle avait beaucoup de gratitude envers X, qui avait sécurisé son système informatique, lui permettant ainsi de pouvoir finir son livre à peu près sereinement. Avant son intervention, son imprimante se mettait en marche la nuit toute seule. Elle était certaine d'avoir ingéré un poison à l'occasion des conférences qu'elle donnait dans toute la France depuis la sortie en septembre 2015 de son livre sur les chemtrails. La première conférence pour le lancement du livre a été donnée à la main d'or, et je m'en souviendrai toujours. Elle a commencé par cette question au public. Vous êtes sûr que vous voulez m'entendre? Vous êtes sûr que vous ne préférez pas aller à la plage? Sa mort, plus que suspecte, tout comme celle de Serge Monast en 1996 et de bien d'autres lanceurs d'alerte, est la preuve que sa dernière enquête, selon ses propos, l'enquête la plus difficile, celle qui lui a demandé plus de 3 ans d'efforts et de recherche, était aussi la plus dangereuse. Il va nous falloir reprendre le flambeau et faire preuve du même courage qu'elle. Paix à l'âme de cette grande résistante. La curiosité a tué... alors, un peu plus loin, elle a depuis 2011 publié plusieurs livres sur les scandales liés à notre santé. Son dernier livre s'appelle La guerre secrète contre les peuples et a comme sous-titre Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Et comme introduction, une citation d'André Gide, Le monde ne sera sauvé s'il peut l'être que par des insoumis. Chaque page de ce livre, c'est de la dynamite. Vers le début, il y a ce témoignage, rien de tel que les témoignages. C'est comme le livre de Daniel Blettracht, URSS 20 ans après, lettre qu'elle a reçue de Clifford Carnicom. Je suis un mécanicien d'aviation travaillant pour une ligne aérienne importante. Je travaille dans une base d'entretien située dans un grand aéroport et le hasard a voulu que je découvre ce qui ne m'était visiblement pas destiné. Avant toute chose, il me faut vous expliquer en 2 mots comment fonctionne la hiérarchie dans le monde des mécaniciens en aéronaval. C'est important pour la compréhension de mon histoire et pour la cause à laquelle vous consacrez une grande partie de vos énergies. Les mécaniciens veulent travailler dans 3 domaines, l'avionique, les moteurs et les commandes de vol. Les mécaniciens qui travaillent sur ces systèmes sont considérés comme ayant atteint les plus hauts degrés de l'échelle hiérarchique. Viennent ensuite les mécaniciens qui travaillent sur les systèmes hydrauliques et les appareils de climatisation. Les suivants sont ceux qui sont attachés au système subalterne. Et en lisant ça, j'ai tout de suite pensé à des degrés maçonniques. Toujours le principe d'échelle, de degrés, etc. Ensuite, enfin, donc aucun mécanicien ne veut travailler aux pompes, réservoirs et tuyauteries qui servent à emmagasiner les déchets des toilettes. Toutefois, dans chaque aéroport où j'ai travaillé,
il y a toujours 2 ou 3 mécaniciens qui sont volontaires pour ce service, quel que soit l'aéroport. Les autres mécaniciens sont tellement heureux de les laisser faire. Personne ne prête vraiment attention à ces types et aucun mécanicien sérieux n'a de véritable rapport avec ces mécaniciens de seconde zone. En fait, je ne m'étais moi-même jamais vraiment penché sur cette question jusqu'à tout dernièrement. La plupart des compagnies aériennes ont des accords de service réciproques avec les autres compagnies qui utilisent un même aéroport. Cela signifie que si une compagnie a un problème technique, un de nos mécaniciens s'en occupera. En contrepartie, si un de nos avions est en difficulté là où une autre compagnie aérienne possède sa base d'entretien, ils se chargeront de réparer notre avion. Un jour du mois dernier, j'ai été appelé sur notre base pour travailler sur l'avion d'une autre compagnie. Au moment de l'appel, le contrôleur ne savait pas quel était le problème et ne pouvait me donner aucun détail. Quand je suis arrivé sur place, j'ai découvert que la panne se situait au niveau de l'emmagasinage des rebuts. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait que je rampe à l'intérieur de la carlingue pour régler le problème. En pénétrant dans le compartiment, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. L'avion possédait plus de réservoirs, de pompes et de tuyaux que la mention au cahier des charges. Au début, j'ai supposé que le système avait été modifié. Il y avait plus de 10 ans que je n'avais pas travaillé sur un appareil de ce type. Alors que j'essayais de trouver le problème, j'ai rapidement réalisé que la tuyauterie et les réservoirs supplémentaires n'étaient pas reliés au système d'évacuation. Je venais tout juste de le découvrir quand un autre mécanicien de ma compagnie apparut subitement. C'était justement un des mécaniciens travaillant habituellement sur ces systèmes. Je lui ai remis le travail avec grand plaisir. Comme je partais, je l'ai interrogé au sujet de l'équipement supplémentaire. Il m'a dit « Occupe-toi de ton boulot et laisse-moi m'inquiéter du mien ». Voilà, donc j'avance un petit peu. Alors, c'est plus long que ce que je pensais, en fait. Voilà, mais c'est un témoignage qui fait référence à ARP, notamment aux épandages, pulvérisation, etc. Alors, je lis la fin essentiellement. Vous lirez le lien que j'ai mis en chat. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de vaporiser, mais je peux vous certifier qu'ils le font. J'imagine qu'ils utilisent des camions-citernes. Ce sont les camions qui vident les déchets des réservoirs de vidange des toilettes. Habituellement, les aéroports confient à la sous-traitance ce genre de travail et personne ne va près des camions. Qui voudrait se tenir près d'un camion rempli de M3 petits points? Tandis que ces types vident des réservoirs des eaux usées, ils remplissent ces réservoirs du système des gicleurs à vaporisation. Ils connaissent les plans de vol des avions. Ainsi, ils programment probablement l'unité de commande afin qu'elle commence à pulvériser une certaine quantité d'un produit quelconque après un certain temps, dès que l'avion a atteint une certaine altitude ou encore au-dessus de certaines agglomérations. Le bec des gicleurs des fausses tiges électrostatiques est si petite que personne dans l'avion ne pourrait remarquer la chose. Je ne suis aucunement un imbécile. Je sais qu'il se passe quelque chose et je suis franchement effrayé. Je me sens très coupable de connaître l'existence de cette opération, mais je suis tenu au silence. Cela me perturbe de savoir que la compagnie pour laquelle je travaille pourrait être en train d'empoisonner les Américains. J'espère que cette lettre ouvrira les yeux de certaines personnes sur ce qui se produit en ce moment sous nos cieux. Encore une fois, dans nos cieux. Encore une fois, je souhaiterais bien pouvoir vous donner une information documentée, mais vous comprenez pourquoi je dois conserver l'anonymat absolu. Et il met la source en dessous. Voilà. Donc, Pierre, si vous voulez rebondir là-dessus. Ma foi, mes propos sont quand même révélateurs qu'il y a quelque chose qui se trame. Voilà. Il n'y a pas de secret hein, quand on regarde le ciel. Quand Claire est décédée, vous étiez, j'allais dire, dans quel état d'esprit vous avez été à ce moment-là? Comment vous avez réagi? Alors, je vais vous dire une chose. C'est Claire Sévrac qui m'a appelé pour me prévenir de la mort d'Emmanuel Ratier. D'accord. Voilà. Emmanuel Ratier, il est mort au mois d'août 2015. Et c'est elle qui m'a appelé. Et voilà, je suis tombé des nues. Ah bon, et vraiment, parce que Emmanuel Ratier était une valeur. Et quelques mois plus tard, c'était au tour de Claire de disparaître. Et effectivement, j'ai eu des échos sur, enfin, des informations concernant sa santé. Et en fait, je savais qu'il y avait des soucis, mais je ne savais pas le degré du mal. Ça, en revanche, c'était caché, c'était pas diffusé. Donc, d'où le choc pour moi quand j'ai appris son décès. Et les échos que j'ai eus par la suite me font penser qu'il y a peut-être des choses pas très nettes. Mais n'ayant pas assez d'informations, je n'irai pas plus loin. Il y a une prudence à avoir. Voilà. Jean-Philippe. Ben, moi, j'étais très surpris d'apprendre sa mort parce que ça faisait quelque temps qu'on s'était un petit peu perdu de vue. Moi, j'étais très pris de mon côté.
Après, tout s'est dit sur elle, en fait, qu'elle a été empoisonnée. D'autres ont dit que donc c'était autre chose. Je sais que à l'époque, il y avait Marc Fitterman qui avait fait un livre sur les armes de l'ombre qui s'appelait, qui avait essayé. Je pense que lui avait fait des recherches chez elle, s'il y avait eu. Je pense qu'il n'avait rien trouvé. Enfin, ça me remémorait de ça. Contredisez-moi si j'ai les mauvaises infos. Je pense que c'était quelqu'un qui était ciblé. Claire, c'est vrai qu'elle était très engagée. Après, je sais pas, moi, je peux pas. J'ai entendu de tout parce qu'on était quand même restés proches, donc des cercles d'amis là-dessus. Je sais que des gens ont essayé de la sauver à la fin, on fait des traitements que même elle aurait refusé en situation normale. Elle était perdue parce qu'elle se sentait perdue. Après, je sais pas quoi vous dire, quoi. Il y a tellement de gens qui sont partis comme ça. Corinne Gouget, ça a été pareil. Il y a eu de la suspicion entre est-ce qu'elle s'est suicidée ou est-ce qu'on l'a poussée. C'est tous les jours qu'il y a des lanceurs d'alerte qui décèdent comme ça. Peut-être moins demain. Corinne en a eu un paquet aussi. Hein. C'est quand on s'expose à dénoncer des scandales, c'est sûr qu'en face, ça répond. Quoi. Voilà, c'est suivant le niveau de truc. Et à côté de ça, je me disais, combien de millions de personnes elle a touché? Quand je vois les gens, c'est même pour le vaccin, tu vois, les gens, Tal Chaleur avait fait le boulot sur les vaccins, et Louis Condesan, bon, lui il est mort, mais en fait, il y a encore beaucoup de gens vivants qui ont travaillé sur les vaccins. Et ils touchent qui, ces personnes, en fait? C'est malheureux, parce qu'on reste entre nous, mais je me mets du côté d'en face, si tu veux, ils doivent rigoler, franchement. Je dis, bon, ils font le bon boulot, parce qu'ils arrivent à capter les plus, dirais-je, les plus érudits, on va dire, les plus ceux qui sentent que ça pue depuis. Voilà, donc ils ont leur comment dirais-je, pas leur gourou, mais en fait, si tu veux, c'est pas du tout ça, mais on est entre nous, si tu veux. Mais on touche combien de gens, quoi? Tu vois, c'est à un moment donné, il faut rester raisonnable, quoi. C'est combien de gens on touche, quoi. Bah, c'est pour ça que je veux tout imaginer, mais je vois pas clair qu'elle ait touché des millions de personnes, si tu veux. Tu vois, Coluche, on l'a tué, oui, ça c'est sûr. Je pense que lui, on l'a fumé. Mais lui, il a touché des millions de personnes. Il a fait peur au système. C'est comme Poujade. Poujade, tu vois, moi j'attends un mouvement comme ça aujourd'hui. C'est quand c'est qu'on arrête de payer, quoi. C'est quand c'est que les gens vont se dire, je ne vais pas travailler. J'arrête de consentir, donc demain, je ne vais pas au travail. J'ai vu dans le chat des gens qui disaient, ça va être dur demain matin. Mais qu'est-ce qui appelle ces gens d'arrêter, quoi? Tu vois, c'est parce qu'on a ce pouvoir en nous. Ça veut dire que si demain il y a un mouvement qui dit on ne consent plus à ce qu'on nous vole 90% de notre richesse, parce qu'à prendre le SMIC, vu les charges sociales qu'on paye, les retraites qu'on ne va pas avoir, la sécurité sociale qui est en faillite alors qu'ils augmentent tout, ils se gavent comme des putes à nous prendre. Excusez-moi, je me lâche un peu. Mais non, mais c'est vrai, tu disais de Van der Leyen, mais ça m'a fait sourire quand tu parlais de ça. Parce qu'il le disait Coluche, bien mal acquis ne profite qu'après. Tu vois, et il disait aussi, il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus. Et on n'a jamais eu autant de surconsommation. 30 000 euros par mois, mais pour eux, ça ne les intéresse pas. Les gens ont cru que Macron, tu vois, qui était dans les affaires de la Banque Rothschild, par altruisme et par bienfaisance, il est venu aider le peuple. Mais tant qu'on sera toujours aussi con, on aura toujours les mêmes crapules. Enfin, je sais pas, moi, c'est le mec qui gagne, je sais pas combien par mois, des centaines, peut-être. Il n'a même pas déclaré, ses revenus, tu vois. Ils sont au-delà, mais on les croit, ces gens. C'est ça parce qu'on est naïf, quoi. Tu vois, la plupart des gens, on croit ces joueurs de flûte, de bento, là, ce que tu veux, là. Et c'est ça notre problème à nous, quoi. Des parasites comme ça, il y en a toujours eu, mais qu'est-ce qui fait que nous, on se sent attiré par ces gens-là, quoi. C'est ça, moi, qui me fascine aujourd'hui. Ouais, excusez-moi. Non, mais c'est normal. Et puis, ça fait bientôt 5 heures qu'on est ensemble. Hein, ouais, mais c'est passionnant. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Quoi. Claire, Orion aurait peut-être souhaiterait peut-être que cela se termine. La fatigue nous prend. Il faut toujours mettre un thermomètre. Non, mais c'est bien. Et puis en plus, Claire, elle a des choses à dire aussi par rapport à ça. Par rapport à la fin de Claire, oui. Bon, pour moi, je l'ai appris en septembre. Elle m'a appelé et elle m'a décrit ses souffrances. Elle m'a dit, imagine, ça fait
5 jours de douleurs d'accouchement, pire que des douleurs d'accouchement. Ça dure depuis 5 jours, ça s'arrête plus. Et pour moi, elle était déjà bien atteinte en septembre. Un ami, alors, qui est décédé aussi, et qui était le grand ami de Corinne Gouget, chez qui Corinne Gouget résidait le jour où elle s'est suicidée, car effectivement, elle s'est jetée sous le TGV. Elle est partie de chez lui le matin. Elle lui a dit, je vais voir mon père, et elle s'est jetée sous le TGV. Pour Corinne Gouget, c'est ça l'histoire, parce qu'elle était tellement désespérée par rapport à ses enfants, kidnappés par leur père. Bon, oui, justement, c'est une sacrée histoire. Dans un milieu très. J'ai appris qu'elle était le 22 juin prochain, ça fera 10 ans qu'elle est décédée. Alors forcément, je suis tenté de relever le défi de faire une soirée spéciale en hommage à Corinne Gouget ce 22 juin. Ça me laisse 2 mois pour préparer l'émission. Donc si certains tiennent absolument à ce que je fasse l'émission, par mail, vous m'envoyez toutes les infos. Je vais constituer un dossier, son parcours, comme l'émission de ce soir, parce que Corinne Gouget, je connais très mal. J'ai bien sûr entendu parler des dizaines de fois, mais j'ai jamais pris le temps de m'intéresser à son parcours, etc., à part quelques bribes comme ça. Et je confonds souvent avec des Corinne Serrault, etc. Alors, je veux pas tout mélanger, mais voilà, si par mail, certains veulent m'envoyer des infos sur sa jeunesse, sur ses bouquins, sur ces choses comme ça, sur des invités potentiels aussi pour une soirée spéciale. Et puis, si tout va bien, le 22 juin, il y aura une soirée spéciale. Enfin, pas le 22 parce que c'est un dimanche, mais le 20 ou quelque chose comme ça, un vendredi ou le mardi suivant, une émission spéciale en hommage à Corinne Gouget. Voilà. Mais Claire, je vous laisse rebondir. Ouais. Ah oui, alors je finis du coup. Alors, cet ami m'a dit que un médecin spécialiste justement des poisons, ami à lui, avait identifié sur le visage de Claire la face de quelqu'un empoisonné au polonium. Elle avait, voilà. Et donc, certainement que c'est un empoisonnement. Voilà, après, moi, elle m'a dit, je lui ai proposé, puisque ça semblait sans espoir, je lui ai dit, s'il faut finir ces jours, autant les finir dans les meilleures conditions possibles. Je lui ai proposé de venir chez moi, chez nous, enfin, dans un milieu champêtre et régénérant. Et elle m'a dit, mais non, je veux faire des analyses, Elle voulait encore prouver. Et c'est dommage, parce que c'est sûr que ça l'a achevé, quoi. Il n'y avait pas d'issue par là. Et après, voilà, j'ai plus de nouvelles. Enfin, quoi qu'il arrive, j'allais dire, cela fait bien un peu plus de 8 ans désormais que Claire Sévrac nous a quittés. Le 9 avril 1948, elle vit le jour à Béziers. Et aujourd'hui, elle aurait eu 77 ans. Donc, j'espère que cette émission a pu être à la hauteur, malgré tous les bugs, les attaques, censure qu'on a connues durant ces 5 heures de direct. On a tenu bon. Donc, merci infiniment à tous les trois, à tout le public d'être resté pendant 5 heures. Vous êtes, toutes plateformes confondues, 6000 en direct. Donc, un immense merci pour cela. Demain, il y aura une émission avec le docteur Thierry Schmitz consacrée au bleu de méthylène et aux médecines alternatives. Donc, ça pourra être aussi un moyen de répondre à des questionnements qu'on s'est donnés ce soir. Et on parlera, différentes médecines alternatives. On parlera de l'artémisia, on parlera de la vitamine C, etc. Donc, le docteur nous fera vraiment un panorama complet de tout cela. Je vous laisse le mot de la fin, chers invités. Et puis, je vais me payer le culot de tenir mes engagements jusqu'au bout parce que je vous avais promis, chers invités, avant l'émission, de commencer en musique et de terminer en musique. Donc, censure ou pas censure, je voudrais diffuser une chanson que je suis en train d'écouter en boucle en ce moment, qui est magnifique, qui s'appelle Cette fille de passage, une petite chanson mélancolique de 79 que chantait Claire Sévrac. Donc, on va finir l'émission, ce sera le générique de fin avec ça. Donc, en attendant, Jean-Philippe, Pierre et Claire, le mot de la fin, s'il vous plaît. Jean-Philippe. Moi, un grand merci, Nicolas, pour cette émission, parce que voilà, c'est lui rendre honneur. C'était une grande dame qui a fait le boulot, qui m'a permis, tu vois, ma compagne tout à l'heure m'a envoyé la signature quand elle, avec de la coupe est pleine, elle m'avait dédicacé de la part, elle avait marqué, tu vois, pour te dire qui c'était, que les gens comprennent qui c'était cette dame, elle m'avait mis
de la part de Claire et Sylvie. Tu vois, amitié, Claire Sévrac, quoi. Tu vois, elle avait signé, et Sylvie Simon, je pense, était décédée à l'époque. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est Claire qui m'avait offert ça, quoi. Voilà, c'était quelqu'un à qui je dois beaucoup, dont j'étais très honoré de lui rendre hommage. J'espère que je n'ai pas choqué les gens, parce que des fois je m'emporte un peu, je digresse. J'ai encore la pêche. Je pense que Claire, je pense que Claire a eu des propos bien plus choquants à son époque et sciemment, et j'allais dire à juste titre, donc pas de souci. J'ai encore la pêche, j'ai énormément de choses à dire. Voilà, j'ai découvert des choses fabuleuses que je me plais aujourd'hui à partager au plus grand nombre. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui veulent m'inviter pour faire des émissions et diffuser un peu tout ce que j'ai compris, ça sera avec plaisir. Toi, encore un grand merci. Ça fait 2 fois que je vais chez toi et tu me fais un joli cadeau à chaque fois, parce que j'ai des mails, énormément de mails qui trouvent sensé ce que je dis. Et je dis, c'est quand on aura tous compris vraiment la cause de notre souffrance et qu'on arrivera à changer ce monde, quoi. Mais c'est pas en faisant de l'interchangeabilité comme on fait depuis des décennies, à croire que un Macron va être meilleur qu'un Hollande ou qu'un Sarkozy va nous sauver mieux que l'autre. Et ça fait trop longtemps que ça dure, quoi. C'est toutes les mêmes crapules qui sont là que pour servir leur maître à eux. Et nous, on sert nos maîtres. Voilà, pareil. On n'a pas encore compris, quoi. Voilà. Qu'il n'y a pas de maître, aucun. C'est tout. S'il y a un maître, il y a un esclave. Et je vais finir par cette phrase lourde de sens de mon ami Guylaine Langto, parce que j'adore la métaphysique et j'étais très profondément, et c'est ça qui m'a sauvé, je pense à moi, qui était très guerrier. J'ai deux parents métaphysiciens, un c'est Franck Athem et l'autre c'est Guylaine Langto. Et Guylaine Langto a cette phrase qui m'a fracturé le cerveau, elle m'a dit, tu réfléchiras à ça, quand l'esclave meurt, le maître disparaît. Voilà. Donc, nos maîtres disparaîtront quand on arrêtera de se prendre pour des esclaves. Voilà, c'est ma conclusion. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, disait Étienne de la Boétie. Servitude, discours de la servitude. Merci. Ils ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux, oui. Ils ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux, tout à fait. Pierre. Tout simplement, déjà, vous remercier, Nicolas, d'avoir permis de parler de Claire Sévrac, de rappeler son œuvre, c'est d'avoir repassé des extraits de vidéos. J'ai eu cette chance de faire la préface de son livre, que je dédicacerai sûrement. Pourquoi? Parce que après-demain, le vendredi 11 avril, à Paris, je fais une conférence dédicace dans une librairie, la librairie française au 202 rue Lecourbe, dans le 15e, c'est à 18h30. Donc, librairie française, 202 rue Lecourbe, 15e, à partir de 18h30, où je vais faire une conférence sur le mondialisme et j'aurai à dédicacer différents ouvrages, dont l'ouvrage de Claire Sévrac, avec la préface que j'ai faite. Donc, j'invite les personnes qui sont à Paris ou en banlieue parisienne de venir vendredi 11 avril à 18h30, rue Lecourbe 202, parce que finalement, je profiterai de cette conférence pour la citer et parler de la situation actuelle. Et bon, voilà. Voilà, tout simplement. Tout à fait. Écoutez, en plus, l'ironie fait que Claire a fini ses jours dans le 15e arrondissement de Paris, justement. Donc, vous allez être... je ne savais pas. Voilà. Donc, j'allais dire, je viens de revérifier pour être sûr. Je n'étais pas sûr que ce soit le 15e ou le 17e. C'est le 15e arrondissement de Paris où elle a fini ses jours le 25 décembre 2016. Donc, ce sera l'occasion de faire ce double hommage pour le coup. Oui. Et Claire, donc, pour le mot de la fin. Eh bien oui, la boucle se boucle donc dans le 15e, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Le livre est sorti en 2015. Et le livre est sorti en 2015. J'ai ma petite bougie là, j'ai gardé toute la soirée qui n'est pas éteinte. Voilà. Donc merci Nicolas de nous avoir réunis pour rendre hommage à Claire Sévrac, parce que c'était vraiment bien de le faire, quoi. Et merci à tout le public nombreux, c'est formidable de voir que voilà, son esprit nous réunit. Et donc, ravi d'avoir pu partager avec Pierre Hilard et Jean-Philippe. Et merci à toi, Nicolas. Et puis, voilà, on continue, que tout ceci
se dévoile. C'est vrai que quand on voit, c'est tellement horrible que les gens, enfin, il y a tellement d'horreur, de toute façon, ce moment qu'ils sont en train de sortir, on nettoie le fond d'un horrible marais, et c'est pas fini, et il y en a encore qui sort, et c'est incroyablement horrible, mais bon, voilà. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On peut se reporter voilà, au négationnisme qu'il y a eu après les camps de la mort, les gens qui niaient que ça a pu exister. Là, c'est pareil, il y a toujours un esprit négationniste qui va vouloir contrer les révélations. Bon, ben, il suffit, de toute façon, il n'y a pas de salut autre qu'individuel. Et c'est si chacun, on se redresse et on rayonne, que ça change globalement, quoi. De toute façon, on génère déjà un meilleur environnement pour soi-même. Donc après, ça n'a qu'à faire tache d'huile. Et toutes ces rencontres ben voilà, qu'on peut organiser comme ça, en direct, en vidéo, ben, ça aide beaucoup. Hein. Merci à vous tous. Merci à vous trois, Jean-Philippe, Pierre, Claire. Merci au public qui a été patient malgré toutes les attaques, bugs, censure, etc. Assez inouï, il faut le dire, parce que depuis le temps que je fais des émissions, c'est rare que ça arrive à ce point. Donc on voit que même le passé révélant sa vérité dérange encore aujourd'hui, 10 ans après. Donc oui. Oui, ah ouais, je me permets quand même de poser une petite question technique parce que, étant donné qu'on est particulièrement nombreux et que tu passes des vidéos particulièrement lourdes, n'est-ce pas aussi un simple effet je sais pas si c'est lié aux vidéos. De débit insuffisant. Je sais pas. Un débit insuffisant du serveur. Peut-être. Faut pas toujours paranoïer. Non, sans être paranoïé, mais le problème, c'est que d'autres chaînes YouTube connaissent le même sort. Et par exemple, les camarades de Toxin ont été piratés. Leur site a été piraté hier et ils ont pu tout réparer. Aucune donnée personnelle n'a été spoliée. Mais le problème, c'est que, comme disait Aldous Huxley, la dictature a les apparences de la démocratie avec des prisons sans murs où l'humain aurait l'amour de sa servitude. Et nous y sommes en quelque sorte. Et comme il est vrai que en revoyant tout ce qu'on a vu ce soir en vidéo, etc., sans réapprendre des choses, mais je me suis dit, bon sang de bonsoir, elle avait déjà dit des choses énormes à l'époque qui sont passées pour beaucoup dans l'indifférence, parce que si nous avions été plus conscients à l'époque, nous n'aurions pas vécu la période Covid comme on l'a vécu. Et aujourd'hui, c'est pour ça que cette émission a lieu. Déjà parce que c'est un jour anniversaire, parce que je choisis jamais les dates au hasard en général. Et ensuite, parce que cette émission a un double emploi, rendre hommage à une grande personnalité qui, à son enterrement, avait un petit comité à sa demande. Et finalement, 10 ans plus tard, elle est toujours aussi vivante dans nos esprits, comme un Balavoine, comme un Coluche, comme un Tepa. Et finalement, ce soir, on a pu refaire vivre les deux à la fois dans ces interventions incroyables. Et Tepa est une source d'inspiration pour moi et continuera de l'être. Et de ce fait, eh bien, merci aux auditeurs d'avoir répondu présent. N'hésitez pas à télécharger l'émission, à la partager, à la conserver. Moi, je vais le faire de mon côté. Et surtout, diffusez-la le maximum possible parce que cette émission servira de référence pour les autres émissions à venir. J'en suis convaincu parce que tout ce qui a été dit ce soir dans les vidéos et dans tous les liens que vous retrouvez en description, finalement, ça servira de source d'inspiration pour les futurs alerteurs. Et c'est ça le plus important, c'est parce que la vérité est en train d'émerger de plus en plus. On le voit depuis un an, depuis qu'on sort de tout cela, malgré les attaques, malgré les guerres, malgré tout ça, on est dans le temps de l'apocalypse. Et je pense que tous les défunts alerteurs sont en train finalement d'émerger et d'être transcendés par la vérité actuelle. Donc il faut poursuivre ce mouvement-là. C'est ça le plus positif dans l'histoire, c'est que, j'allais dire, malgré leur disparition à des âges en plus, pour certains précoces, ils ne sont pas morts pour rien. Nous sommes là pour transmettre le flambeau. Et le public aussi. Et c'est ça le plus important. Et les générations futures devront transmettre aussi. Parce que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Ça met du temps, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Mais voilà. Ça tombe pas en panne. Voilà, et ça tombe pas en panne. En tout cas, merci à vous. Pour finir l'émission, donc ce ne sera pas un générique, ce sera cette petite chanson, cette fille de passage. Merci. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée et merci beaucoup. Bonsoir. Enfin, bonne nuit. Ouais. Je suis seule de nouveau, mais je rêve depuis. Rien qu'une nuit ensemble, juste une nuit d'amour. Hasard, une vie qui croise une autre vie. Mais cette vie de passage, une nuit j'étais pour toi. Cette vie de passage, pense toujours à toi. Cette vie de passage, une nuit j'étais pour toi. Cette vie de passage, pense toujours à toi. Tu me disais c'est trop, tu es si tendre seule. Il me semble, tu sais, t'avoir toujours connu. Et j'essaie d'oublier cet espoir que j'ai eu. Sous des nuages si bas que nos cœurs sont perdus. Mais cette vie de passage, une nuit j'étais pour toi. Cette vie de passage, pense toujours à toi. Cette vie de passage, une nuit j'étais pour toi. Cette vie de passage, pense toujours à toi. Cette vie de passage, une nuit j'étais pour toi. Cette vie de passage,